Merci à l'Université de Toulon et à son président qui nous accueille dans cet amphi, plein ce soir, donc on est ravis. Vous avez pu voir tout à l'heure à l'écran défiler nos prochains événements, vous pouvez vous y inscrire, n'hésitez pas, y compris aux ateliers de Serious Game qui sont gratuits et qui sont une expérience intéressante. Juste à titre d'information, la prochaine conférence se déroulera ici même le 22 février prochain autour de Jean-Pierre Filiu, grand expert du Moyen-Orient qui viendra nous parler de ses 2 derniers livres. Mais ce soir, j'ai le très grand plaisir, au nom de toute la FMES et de son directeur général, d'accueillir Patricia Alémonière, que vous avez sans doute souvent vue aux journaux télévisés sur TF1 pendant quelques années. Patricia Alémonière, diplômée de Sciences Po Paris, a été grand reporter de guerre au service étranger de TF1. Elle a couvert à peu près tous les conflits depuis 40 ans, y compris ceux qui sont aujourd'hui oubliés, et je suis sûr qu'elle vous en parlera. Elle a été correspondante permanente à Jérusalem pendant la première intifada, à Londres à l'époque des attentats de l'IRA, et elle a été blessée en opération en Afghanistan en 2011. Elle est aujourd'hui chroniqueuse pour France 24, France Info, Public Sénat et Arte. Et je vous invite à la suivre. Elle est également autrice d'un livre récemment publié chez Artaud, Au cœur du chaos, dont je vous recommande chaleureusement la lecture. Je vous assure que c'est un témoignage très fort et très intéressant. Bref, Patricia Alémonière est une vraie baroudeuse qui va nous parler de son expertise de terrain, de l'évolution du métier de grand reporter et nous livrer sa vision, s'il vous plaît, et nous livrer sa vision des conflits en cours. Et là aussi, je suis sûr qu'elle aura des tas de choses intéressantes à nous dire. Patricia, nous sommes très honorés de vous accueillir ici ce soir à Toulon. Vous avez la parole pour une 50aine de minutes et ensuite la salle pourra pendant 35-40 minutes vous poser toutes les questions qu'elle le souhaite. Merci. Merci Pierre. Bonsoir à vous. Je vais vous parler essentiellement effectivement de mon métier en essayant de prendre un peu de recul par rapport à mes propres expériences parce que justement après avoir travaillé 30 ans sur les terrains de guerre, que j'ai couvert tout sauf la Tchétchénie à peu près. J'ai une petite idée de ce qu'est effectivement ce métier. Alors, tout d'abord, quand on part sur un terrain de guerre, quand il y a un conflit qui se déclare, il faut y arriver. Et ça, c'est pas aussi simple qu'on y croit. Parce qu'il y a bon nombre de pays qui ne veulent pas vous donner de visa. Souvenez-vous, les Rohingyas en Birmanie, personne ne pouvait y avoir accès. C'était interdit. On n'avait pas de visa. Alors, eux sur place, et on va y revenir, nous envoyaient des vidéos de ce qu'ils pouvaient. Et à nous de savoir si c'était des bonnes vidéos, si ce n'était pas encore des images manipulées. Nous allons y revenir, mais chaque fois c'est ça. Donc les Rohingyas, nous ne pouvions pas y aller. D'autres conflits plus anciens, comme l'Algérie, durant la sale guerre, ce qu'on appelait la guerre civile, 1994 jusqu'à 2000 et quelques, ça a traîné. Et là, alors là, c'était les visas. Alors là, on n'en avait pas, ou on en avait au compte-gouttes. Et si vous faisiez un reportage qui était un peu trop hors des clous, plus de visa pendant un an. Moi, pendant un an, une fois, plus de visa. Donc, accéder au terrain est quelque chose de difficile. C'est la première chose. Après, accéder au terrain, une fois qu'on a rejoint les terrains, il faut accéder aux gens. Et alors là, nouvelle difficulté. Vous arrivez dans une capitale, mais là, on vous dit, non, vous ne pouvez pas y aller, c'est trop dangereux. Ah bon. Donc, vous restez dans la capitale, vous tournez en rond, vous devenez fou. Et au bout d'un moment, quand même, on vous donne accès, et là, vous y allez, bien encadré, un véhicule militaire devant, 2 derrière, 3 voitures de police et 4 de gendarmerie. Et quand vous arrivez sur le terrain, à vous de faire les interviews avec les personnes qui ont souffert, qui ont été massacrés, etc. Alors, je peux vous dire que pour faire une interview entourée de gendarmes et de mourabarak, des gens des services secrets, c'est pas chose simple. La personne qui est interviewée ne se sent pas en pleine liberté pour s'exprimer à ce moment-là, comme vous pouvez vous en douter. Donc, moi, je me souviens en Algérie, quand j'y allais, je savais que j'avais, grosso modo, 5 minutes. Je sortais très, très vite avec l'équipe avant que les autres, avec leurs armes, se déploient. On sortait très, très vite. Et après, arrivait effectivement notre entourage pour notre sécurité officiellement,
et les faux civils. Parce que dans bon nombre de pays, vous avez des faux civils, c'est-à-dire ceux qui se précipitent devant vous pour vous répondre, pour donner la parole officielle, qui ne se distingue pas du tout du voisin, simplement la parole, vous l'avez tout de suite reconnue. Donc en Algérie, on disait 5 minutes. Alors c'était difficile à travailler parce qu'on avait 5 minutes pour, quand on était bien entouré de policiers. Quand on arrivait à échapper à l'encadrement, parce qu'au début, on n'était pas aussi strictement encadré, on savait que là, on avait 20 minutes pour échapper à ceux qui avaient envie de nous descendre. C'était grosso modo ce qu'on nous avait expliqué à l'époque, c'est que pour acheminer, à partir du moment où vous êtes repéré à un endroit, pour acheminer une arme pour vous éliminer, il faut à peu près 20 à 30 minutes. Et dans d'autres conflits dont je peux vous parler, par exemple en Irak, lorsque Florence Aubenas a été enlevée, elle était en train de faire des interviews dans une université, enfin à l'extérieur de l'université, et c'était un endroit qui était réputé pour être un endroit dangereux. Elle avait dépassé les 30 minutes. Donc voilà, elle a prise par sa curiosité et par son désir de parler aux gens, elle est restée un tout petit peu trop longtemps. Dans les zones les plus dangereuses, il faut... Enfin, moi, je connais bien Florence, donc je connais ce détail, mais dans les zones exposées, on a appris partout 20 minutes maximum, le temps, effectivement, d'acheminer. Et toutes ces petites choses, on ne vous les enseigne pas dans une école de journalistes. Hein. Vous les apprenez complètement sur le terrain, évidemment. Donc, une fois que vous êtes sur place, après, il faut faire le boulot, le job. Alors, il y a deux types de façons de faire son travail. Vous êtes en présentiel, comme j'appelle. Vous êtes bien présent à l'endroit où s'est passé le drame, ou vous êtes, au contraire, pas totalement présent. Vous êtes maintenu dans la capitale, ou au pire, vous êtes à Paris. Et donc ça influe beaucoup sur la façon de faire son travail. Je prends un exemple. Aujourd'hui, pour ne parler que du conflit israélo-palestinien, qui va fâcher plein de gens, eh bien, les journalistes en Israël sont au contact direct avec les Israéliens. Ils leur parlent. Ils vont dans les kibboutz. Ils sont allés sur les lieux de la Rave Party. Ils ont, au moment même du chaos, au moment de l'éruption de la violence, ils n'ont pas été là. Mais ils ont reconstitué, ils ont eu des témoignages. Et puis depuis, ils peuvent suivre effectivement les familles des otages qui protestent, les colons qui disent qu'il faut mettre tous les Palestiniens. Enfin, ils sont en prise avec l'événement. Alors, quand il y a un événement traumatique aussi fort que celui qui vient de se produire en Israël, le seul problème, c'est que tout le monde, on veut vous attirer, on veut vous faire partager. Parce que l'émotion était tellement violente qu'on veut absolument vous faire partager ce à quoi on croit. Et tout le travail du journaliste, c'est de mettre à distance ses émotions et même son vécu, à lui personnel, parce qu'il peut se trouver des familiarités ou au contraire être très opposé. Il faut mettre à distance. Et dans ces moments où il y a une charge aussi émotionnelle, le travail du confrère, ou de moi-même, c'est essentiellement de ne pas penser que la victime ou celui qui se présente comme tel, ou que vous considérez comme tel, et vous devez adhérer à son chagrin, à sa peine, à ce qu'il pense. Donc, mise à distance. C'est un travail très important. On n'y arrive pas tout le temps, dans toutes les circonstances, et je reviendrai un peu dessus, parce qu'effectivement, parfois, l'émotion est si forte. Voilà. Ce travail de blindage, je vais juste faire une petite aparté. Quand j'ai commencé, toute jeune journaliste, on m'a envoyé, alors là, complètement... À l'époque, on s'en moquait. Hein. Alors là, vous soyez formé ou pas formé, c'était pas très grave. Vous étiez partante, c'était parfait. Et donc, encore pigiste, pas membre de TF1, toute jeune, on m'a envoyé au Mozambique. Alors là, le Mozambique, ça vous dit strictement peut-être rien aujourd'hui. À l'époque, il y avait une guerre civile qui a fait 1 million de morts. Vous en avez entendu parler de la guerre civile au Mozambique qui a fait 1 million de morts? Pas beaucoup. Enfin bon, d'accord, c'est bien. J'ai essayé dans un public qui a de la mémoire, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de cette guerre qui opposait à l'époque les anciens guérilleros qui avaient pris le pouvoir après les Portugais, le Frélimo, à la Renamo, soutenue par l'Afrique du Sud, l'apartheid, etc. Et il y avait des exactions absolument abominables. Et donc je me suis retrouvée un jour, on est monté dans un avion, une espèce d'avion russe qui semblait bien de guingois, avec des soldats qui semblaient, sympathiques. Et nous voilà partis au centre du pays, on descend, on arrive, la guérilla était dans les parages, ça se battait, bref, on nous emmène dans un village, et là, l'horreur. Et quand vous n'êtes pas prêt,
vous découvrez des enfants avec le nez coupé. Ils adoraient, les guerriers, enfin la Renamo, coupaient le nez, coupaient les oreilles, amputaient. Comme si par ces massacres-là, enfin ces tueries-là, ou ces agressions-là, ils mettaient leur marque sur le corps des civils. C'était la marque de leur puissance sur le corps des civils. Ces gens-là avaient fui, avaient été récupérés par l'armée qui nous les exhibait en nous montrant, effectivement, regardez, comme les autres, ils sont abominables. Mais moi, je me moquais, enfin, sur le coup, on voit ces enfants qui vous regardent, qui sont... enfin, la charge émotionnelle est très très forte. Ben, je débutais. Bon. Donc, quelques temps après, je me retrouve là dans le désert tchadien, à l'heure où l'armée tchadienne poursuivait les forces libyennes qui avaient essayé de conquérir le pouvoir. C'était la reculade vers Wadidoum, une bande de terre qui est entre la Libye et le Tchad, qui était contestée, etc. Et donc, on était là, l'armée française, entre guillemets, y était aussi, mais on n'était pas censé le savoir, si ce n'est que les Tchadiens, comme des idiots, nous ont fait dormir sous les mêmes kékés. Les kékés, vous savez, c'est un petit arbre du désert, un petit arbuste, et qu'on a trouvé un petit mot, un petit message en français que devait, j'imagine, envoyer le militaire français à son... Enfin, c'était de la transmission, et donc on a dit, tiens, les Français sont là. Bon, on s'est tout de suite dit, bon. Enfin, à l'époque, on ne pouvait pas communiquer directement, on mettait 10 jours pour redescendre à N'Djamena et 10 jours pour diffuser notre sujet. Donc, vous voyez, on avait le temps de ramener le petit bout de papier. Et donc, dans cette colonne qu'on a découvert, donc les Tchadiens avaient tapé sur une colonne libyenne de blindés avec des Toyota, et dans cette colonne, il y avait au volant des hommes à moitié cramés, mais encore vivants. Et quand vous êtes toute jeune et que vous entendez les râles de ces survivants, vous dites, mais vous tournez vers les soldats, mais tuez-les, c'est pas possible, faites quelque chose. Donc, on apprend en fait sur le terrain. C'est ça le présentiel en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, pour revenir, je ferme ma petite parenthèse perso, pour revenir en Israël, aujourd'hui, les journalistes travaillent donc sur le terrain. Et donc ceux qui sont confrontés aux Israéliens qui ont vécu de près ou qui ont survécu ou qui ont échappé ou qui ont vu, qui ont entendu, ils veulent les attirer dans leur récit. Et donc vous devez vous contenter du factuel. Et donc ça, c'est très dur. Très dur aussi quand vous êtes dans votre petite salle de montage à Paris, donc je reviens, et que vous devez revoir les images qui vous sont envoyées de Gaza, parce que Gaza, personne n'y va. C'est interdit. Les points d'entrée sont fermés, et ont été fermés immédiatement. Ça n'a pas toujours été le cas. En 2008, lors de l'opération Plomb durci, en 2014, bordure protectrice, maintenant tout le monde est expert de la situation, donc tout le monde connaît tous ces termes, eh bien, nous avions été autorisés, pour la première par les Égyptiens, un petit groupe, on n'était pas des milliers et des cents, et pour la seconde bordure protectrice, à être à l'intérieur de Gaza. Donc la couverture se faisait de l'intérieur. Alors effectivement, on était éliminés. Quand ça a bombardé trop, on n'allait pas se balader en disant « bonjour, je suis là ». On restait comme on pouvait dans les maisons en espérant que ce n'était pas pour nous. Mais on était en prise directe avec la réalité. Et je vais revenir après sur cette grosse différence d'être en prise directe. Aujourd'hui, pas possible. La violence, à l'extrême violence finalement du Hamas qui a déboulé et massacré, répond une autre extrême violence, mais qui, elle, se produit à huis clos, loin de tout le monde. Donc, qui nous a envoyé des images, puisque vous envoyez bien des images? Eh bien, ce sont les journalistes palestiniens qui, sur place, pour l'agence France-Presse, pour la Société de Presse, pour Reuters, pour la BBC, etc., filment et envoient des images. Alors, sur cet envoi d'images, toutes les rédactions du monde entier, je traiterai à part le cas de Al Jazeera, la chaîne qatari, qui a, elle, un bureau ouvert en permanence à Gaza, avec des reporters et des journalistes, qui, elle, fait du reportage de terrain, qui est envoyé à Al Jazeera et qui est diffusé dans le monde entier. C'est du reportage. Pour tous les autres médias, ce n'est pas du reportage, c'est du commentaire sur image. C'est-à-dire, c'est ces images qui nous sont envoyées par les journalistes que l'on reprend. Et quand on travaille pour une agence de presse, en général, on vous demande de montrer la guerre, une image après une image. Donc, vous voyez les maisons bombardées, vous voyez les femmes pleurer, vous voyez les hôpitaux surchargés, tout ce que vous voyez, vous, en ce moment, à l'image. Mais jamais un reportage autour d'une famille, d'une histoire. Vous ne voyez pas ça, parce qu'il n'y a pas, pratiquement. Donc,
c'est beaucoup plus difficile à traiter, parce que vous travaillez avec des dépêches AFP, vous travaillez avec des téléphones avec des gens sur place quand vous arrivez à les joindre, pas tout le temps, et donc vous reconstituez totalement à distance la situation. Et donc ça n'a rien à voir comme traitement. Et moi je dirais que comme les images sont plus brutales, parce qu'elles sont des images chocs, comme veulent les agences, donc comme les images sont plus brutales, un commentaire fait à Paris est beaucoup plus anxiogène qu'un reportage fait sur le terrain au même moment. Un reportage bouleversera, peut-être, vous bouleversera, mais il ne vous... Alors, il faut que je vois, vous voyez, bouleversé, j'en suis. C'est le chat terrible qui arrive dans la gorge. Et j'ai pas de bonbons. Donc, un reportage vous bouleversera, mais il ne vous fera pas peur. Et pourquoi il vous bouleverserait, il vous fera pas peur? Parce que moi, quand je suis sur le terrain, comme quand j'ai été à Gaza, je pars avec une famille. Je la suis dans son quotidien. Même si elle a perdu des membres de sa famille, il n'y a pas hier ou avant-hier dans les bombardements. Elle me dit son vécu. Elle me raconte sa vie, elle prend corps. Je suis avec elle en plus. Donc si je suis avec elle, c'est qu'on peut vivre à Gaza. Donc vous pouvez y vivre aussi. C'est comme si c'était vous. Je vous entraîne avec moi. Et donc vous n'êtes pas terrorisé. Vous pouvez être bouleversé par les propos, mais pas terrorisé. C'est complètement différent. Vous vivez au quotidien. Vous avez l'impression que c'est accessible. Donc j'estime, moi, que le reportage rend beaucoup plus accessible et beaucoup plus fort, le mot fort n'est peut-être pas le bon mot, je dirais permet beaucoup plus aux gens de se rendre compte de la réalité. Ajoutez à cela trois choses même. C'est que, les journalistes palestiniens travaillent quand même sous contrôle du Hamas. Et donc ils sont assez contents de n'avoir à filmer que les maisons, que les enfants blessés, et que le responsable de l'hôpital. Parce que s'ils voulaient, si on leur demandait, trouve-nous des gens qui sont opposés au Hamas, etc., d'abord, ils n'oseraient pas parler à la caméra. Mais certains, aujourd'hui, osent parler à la caméra. Et c'est très intéressant, c'est la chaîne Al Jazeera, qui est qatari, donc qu'on dit pro-palestinienne, qui a donné la parole pour la première fois, l'autre jour, à une femme qui explosait de colère contre le Hamas et qui disait « il détourne toute l'aide, on n'en a pas assez, etc. etc. » Donc, si vous voyez, cette chaîne qatari qui est accusée d'être pro-palestinienne, que Israël a permis son maintien dans la bande de Gaza parce que c'était le Qatar qui apportait de l'argent au Hamas, tout ça escorté par l'armée israélienne jusqu'à la porte. Donc, il ne pouvait pas mettre cette chaîne à la porte de la bande de Gaza, on est bien d'accord. Donc il fallait qu'il la laisse. Donc c'est à peu près les seuls aujourd'hui qui, de temps en temps, nous envoient de l'intérieur des témoignages un peu différents. Mais à part eux, et en plus il faut leur acheter. Hein. Si on les veut, les Qataris ont... Tout est monnaie, enfin voilà, quoi, on ne plaisante pas avec l'argent. Donc rares sont ceux finalement qui les achètent. Donc je privilégie beaucoup, moi, le côté reportage. Ce qui se passe aussi, donc il y a cette pression pour les journalistes palestiniens qui travaillent sur le Hamas, et quand on y est, il y a une autre pression qui s'exerce sur nous. C'est, comme je l'ai dit pour les journalistes qui travaillent aujourd'hui en Israël, mais quand on travaille sous un déluge de bombes, c'est la pression de l'émotion et la violence qui fait intrusion chez nous. Et je donnerai comme exemple, en 2014, pendant Bordure protectrice, on était sur le bord d'une plage et tous les journalistes s'étaient regroupés dans 2 hôtels, les coordonnées avaient été données à l'aviation israélienne, donc ils ne nous tapaient pas dessus, tout allait bien. Donc on sortait de temps en temps, etc. Et sur cette plage, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, plage avec 2-3 bicoques de côté, baraque de pêcheurs, etc., rien de spécial. Il y avait quelques gamins qui étaient venus jouer. Bon. Et paf, d'un seul coup, un obus tombe, vise la plage, paf. Suivi immédiatement d'un autre. Des cris d'enfants dans tous les sens, 4 morts, des civils qui sortent des maisons d'à côté, qui transportent les gamins, ceux qui étaient survivants, tout ensanglantés, etc. Il y avait des journalistes qui étaient là à leur hôtel en train de siroter leur grenadine, et ils ont assisté à la scène. Et alors là, certains
pourtant des anglo-saxons, ont perdu pied. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de relater les faits, alors immédiatement après, 1 heure ou 2 après, l'armée israélienne a dit oui, mais dans les bicoques, il y avait des lance-roquettes du Hamas. Bon, personne n'est allé vérifier dans les bicoques s'il y avait des lance-roquettes du Hamas. Les bicoques, elles n'existaient plus déjà. Et donc, on n'est pas expert en armement. Et donc, il y a certains qui n'ont pas donné cette version, qui ne pouvaient pas donner. Ils ne parlaient que de l'armée israélienne qui avait tapé d'une façon ignoble sur les enfants. Celui qui prend du recul, qui arrive à maîtriser son émotion, eh bien, il va dire oui, il y a eu un tir. Parallèlement, voici l'explication de l'armée israélienne. Bon, et puis il se contente de ça. Cette histoire, il y a eu quand même pas mal de dérapages, de gens qui n'ont pas mis l'information en équilibre. On peut juger après ou pas, mais notre truc à nous, c'est pas juger, c'est de vous donner les deux. Vous donnez des enfants écrabouillés. Les Palestiniens accusent l'armée israélienne et disent que là, il n'y avait rien, il y avait que des enfants. Et 2, l'armée israélienne dit ça. C'est ça notre job. C'est pas de dire « Ah, ils sont vilains, ils sont méchants, etc. » Mais il y en a qui n'ont pas pu. Qui n'ont pas pu parce que ce gosse qui est en face de vous ensanglanté, c'est votre enfant, à la limite. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que d'un seul coup, vous perdez pied. Et donc, à cette occasion, certains ont perdu pied. D'autres, très récemment, conflit en Arménie avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors là encore, il y a de l'émotion. Je vous en parle, vous le savez tous. Et on a une équipe, nous, qui se retrouve en Azerbaïdjan. Et voilà pas que des Azéris qui ont été bombardés par les Arméniens disent on est victime des tirs. Victime. Le mot pas prononcé, manifestation devant TF1. La communauté arménienne. On avait pris position, etc., etc. Donc, vous voyez, chaque fois, et là je le développerai tout à l'heure, les mots sont tellement parfois chargés de votre vécu qu'à la limite, vous n'entendez même plus notre histoire. On ne peut déraper, mais vous, en plus, vous dérapez derrière nous, parce que le mot victime, ma foi, c'est victime. Et là, pour le coup, il n'y avait pas eu de dérapage de la part du journaliste. Mais c'est ceux qui ont reçu les mots qui ont eux-mêmes entendu autre chose. Et il m'est arrivé, justement, sur cette écoute particulière que vous avez, tous, avec votre vécu, parce que nous, on essaye de mettre notre vécu à distance. Parfois, on n'y arrive pas, comme je viens de vous l'expliquer. Bon. Parfois, donc, on dérape. On reviendra sur les prises, les positions, les chaînes d'opinion, etc., qui sont encore autre chose. Et puis, il y a vous. Ben, vous aussi, vous dérapez. Vous aussi, vous avez votre vécu. Et alors là, encore, moi, jeune journaliste, je l'ai découvert, alors à mes dépens. Alors là, je venais d'être nommée, parce qu'à l'époque, on nommait des gens qui avaient 3 ans de journalisme, on les nommait en Israël, vous voyez. Donc maintenant, il faut attendre d'avoir un peu plus d'expérience. Mais à l'époque, on donnait sa chance aux jeunes. Et donc, me voilà arrivée en Israël, et l'intifada, la première débute. Bon. Donc très bien, je muais, etc., tout va bien. Et j'avais découvert qu'il y avait ce qu'on appelle des cimetières pour terroristes. Les cimetières pour terroristes, c'est l'endroit où les Israéliens, quand il y a des affrontements avec des commandos venus du Liban ou de Syrie ou d'ailleurs, quand les membres de ces commandos sont tués, ils les enterrent dans un lieu, dans des lieux dits secrets, pour les échanger, en vue d'échange plus tard avec des soldats qui pourraient être faits prisonniers. On échange 10 morts contre un militaire prisonnier. Bon. Et donc, il y avait eu des affrontements, et donc il y avait eu des morts, et donc il y avait eu même un Palestinien qui racontait qu'il avait été réquisitionné pour creuser dans la terre. Et voilà, moi je raconte l'histoire, il est arrivé avec sa pelleteuse, et puis il a creusé, et puis sonore, bah oui, c'était pénible, blablabla. On diffuse le sujet. Alors, je suis convoquée par les Israéliens qui me disent « Oh ben quand même, c'est interdit, enfin eux cool, hein, c'est interdit quand même de pénétrer là-bas, vous n'auriez pas dû. » Ah ben on va mettre des barrières avec de la surveillance. À l'époque, il n'y avait pas de surveillance électronique, il y avait juste des fils de fer barbelés, c'était surveillé, pas du tout. Donc on va faire de la surveillance. Bon, enfin bref. La communauté francophone, branchée sur TF1 en Israël, pas une remarque. Ah bah oui, franchement, le sujet, parce que moi j'en connaissais plein de francophones. Bon, la communauté en France, juive, waouh, terrible. Et pourquoi? Ils ont surréagi, super mal vécu. Mais pourquoi? Parce que en fait, après j'ai compris, ce que j'avais décrit
ça renvoyait à un vécu, les fosses communes. Et au-delà des fosses communes, le drame, la Shoah. Et donc, il y a eu une réaction très forte, parce que c'était leur vécu. En Israël, la communauté francophone, qui a pourtant un vécu, on peut dire quand même similaire à la communauté juive française, mais elle était habituée. Cette violence, elle la connaissait. Cette réalité-là, elle la connaissait. Il n'y avait pas irruption. Irruption qui rappelait, qui tapait dans la tête et qui rappelait autre chose. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention. Attention à comment je présentais l'affaire. J'aurais pu raconter la même histoire en la présentant un peu différemment, en ne parlant pas de la pelleteuse qui avait creusé dans le sol, etc. Vous voyez, j'aurais pu faire autrement. Donc j'ai appris. Autre chose que j'ai appris, c'était en Algérie, quelques temps après, donc la fameuse sale guerre dont je viens de vous parler. Alors là-bas, c'était l'emploi du mot terroriste. Alors l'emploi du mot terroriste, j'ai appris que je me suis du coup penchée, parce que tout le monde parlait du mot terroriste. Tout le monde utilisait le mot terroriste. Tous les massacres, tous les enlèvements, tout était dû aux terroristes. Pour les autorités et pour l'opposition, c'était dû aux groupes armés, à l'armée qui ne faisait pas le boulot, à l'armée qui envoyait des commandos. Ah, alors vous, comme vous ne pouvez pas rencontrer les gens du GIA ou des autres camarades islamistes radicales, parce qu'ils ne se laissaient pas trop interviewer, eh bien, on ne pouvait pas sourcer, on ne pouvait pas faire notre travail, on ne savait pas qui croire. En France, alors pour ceux qui s'en souviennent, tout le monde se déchaînait, c'était le fameux débat qui tue qui. Je ne sais pas si certains de vous s'en souviennent, mais c'était dans les années 96-97, tout le monde, alors BHL avait pris parti, enfin c'était incroyable, et alors il y avait dit, c'était forcément les islamistes radicaux, enfin bon, les djihadistes, les terroristes, les machins, c'était eux. Pour les autres, ah ben non, c'était les commandos secrets de l'armée. Donc moi, là, j'ai dit, oulala, le mot terroriste, alors je me suis penchée sur le petit Robert. D'abord, j'ai vu que le terroriste, ce n'était pas ce que je croyais. Hein. Le terroriste, c'était un homme qui répandait la terreur pour un but politique. Voilà, pas autre chose. Ça c'était pas rentré encore dans mon cerveau. But politique. Pour moi, le terroriste, c'était celui qui faisait sauter sa ceinture, et puis je ne pensais pas à ce qui se passait avant dans sa tête, ni à ce qui se passait après dans sa tête. Donc là, j'ai découvert que le terroriste, c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Donc je disais acte terroriste. Mais alors, je ne parlais plus de terrorisme, puisque je ne savais pas à qui attribuer les actes, et je ne savais surtout pas si c'était effectivement des radicaux islamistes, etc., quel était leur projet politique, parce qu'ils ne l'avaient pas tellement explosé en direct. Donc, je ne disais rien, et donc j'avais choisi un mot, tout simple, groupes armés. Massacrés par des groupes armés. Bah ouais, là, j'étais sûre de ne pas me tromper. Alors, ça ne plaisait pas à tout le monde, hein. Mais bon, ça a été comme ça. Et alors, quand il est arrivé tous les attentats de Daesh en France que nous avons bien connus, terroristes encore. Ah ouais, acte terroriste. Mais qui sont ces gens? Des terroristes. Bon, d'accord, alors nous, on réfléchit, hein, quand on... Mais, puis après, fini. Ils sont des terroristes, on ferme la valise et on part en voyage, c'est fini, l'histoire est pliée. Ben non, si on veut bien comprendre ce qui se passe et si on veut régler l'affaire, c'est ce que j'ai un peu compris, enfin régler, pas la régler, parce que sinon on ne la règle pas, c'est qu'il faut savoir ce qu'ils veulent, ces gens-là. Et alors, je vous renvoie à un petit livre, alors je ne sais pas, parce que j'ai pris des notes, je ne lis pas, mais j'ai pris des notes. Et alors, un petit livre qui est pas mal. Alors, ça doit être là dans ce petit paquet. Un petit livre qui est pas mal, on appelait ça le Mein Kampf. Le Mein Kampf, voilà, le Mein Kampf. Alors, c'est un petit livre qui est sorti en 2004 sur Internet. 200 pages. Ça, on peut le trouver, hein, si vous voulez le lire, est à disposition. L'administration de la sauvagerie, l'étape la plus critique de la Houma. Que trouvera la Houma sur son terrain pour prendre le pouvoir, sous-entendu. Alors, cet auteur, c'est un des cadres d'Al-Qaïda, qui a fait paraître ça sous pseudo. Mais ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on vit. Il préconise le recours à la violence, à la terreur, pour casser, épuiser par le désordre les armées et la police des pays visés, qui seront ainsi amenés à abandonner des parties du territoire pour qu'ils puissent travailler en paix pour la création de la Houma, afin que les populations lassées par l'insécurité chercheront la protection d'un nouvel ordre.
Bon, ça s'applique à toutes les luttes armées hein, des radicaux, qui soient les radicaux communistes des temps anciens, les radicaux de la bande Abadère, les brigades rouges, etc. C'est pareil. Mais quand on enferme les brigades rouges dans le mot terroriste, on n'a rien trouvé. On n'a pas dit quel était leur but, on n'a pas dit ce qu'ils voulaient. Et peut-être que pour régler le problème, il faudra peut-être savoir ce qu'ils veulent. C'est une question que je pose. Je la pose, je n'ai pas la réponse. Je la pose, je n'ai pas la réponse. Donc, nous avons vu ce que nous avons un petit cas qui était celui d'Israël. Je vais finir ma parenthèse là-dessus et je vais passer maintenant à une autre situation. Vous voyez, voilà, parce que là, je ne sais pas comment... Alors, à une autre situation, c'est... Là, vous avez vu, vous, que la violence, elle vous touche quand vous recevez le reportage, d'accord? Maintenant, je vais vous dire qu'elle touche aussi, elle nous touche, nous aussi, journalistes, reporters. On l'a vu, certains dérapent, d'accord? Mais certains vont aller jusqu'à ne plus pouvoir travailler. Moi, je me suis trouvée dans plusieurs cas de figure où... Alors, des cas différents. Je vous donne un cas où le caméraman reçoit trop d'émotions et il ne peut plus faire son métier. Premier cas de figure, Rwanda. Le FPR, le Front populaire de libération rwandais, prend le pouvoir à Kigali, Kigali tombe et il prend la route pour continuer à chasser les génocidaires qui emmènent avec eux toute la population. Nous voilà pas dans un pick-up de ce FPR. Avec nous dans le pick-up, il y a une équipe de France 2 et un journaliste du Monde. Et on avance dans une nature, le Rwanda, quand on connaît, c'est la surpopulation là-bas, vide. Ils sont tous partis, entraînés par les génocidaires qui leur ont dit « le FPR va tous vous zigouiller, il faut partir ». Donc ils partent, les gens. Et on arrive dans un village, et dans ce village, on voit une forme au loin. Tout est désert, hein. Sur la place, en haut de la place, une petite forme rabougrie, comme accrochée à un pylône, un poteau dans la terre. On s'approche et on voit que c'est un enfant. Alors moi, tout de suite, l'équipe de France, clac, filme, il dit peut-être mort accroché à son pylône. Intéressant, cette histoire. Voilà, enfin, ça illustre la situation. Et là, je me tourne vers mon caméraman, caméra en bas. Et je lui dis, mais filme. Et il hurle dans un pays, dans un moment désert, où même les oiseaux ne volaient plus, tellement c'était impressionnant. Je ne suis pas un vautour. Je ne veux pas filmer. Je ne suis pas là pour... c'est pas mon job. Bon. La veille, à Kigali, on avait vu sortir du bush et de la forêt quelques centaines de Tutsis. Alors tous aussi décharnés les uns que les autres, qui pendant 3 mois avaient vécu, on ne sait pas comment, pour échapper à une mort certaine. Là encore, alors il était là, il avait filmé, mais il avait filmé que les plus ronds, que les souriants. Et quand j'avais vu les images le soir, ce n'était pas du tout ce que j'avais vu. Moi, j'avais vu la masse des gens décharnés à gare qui marchaient, clic-clac, des squelettes vivants. Et donc, il a fallu que sur ces images, la violence était tellement forte pour lui qu'il cherchait, qu'il s'accrochait au sol qui... Alors, c'était des plans très larges, vous ne voyez rien. Des masses, alors c'était joli, des masses de couleurs. Et les gros plans, il y en avait 2, et c'était souriant et pas trop maigre. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des mots, là où, si vous voulez, moi, ce que j'avais vu, j'aurais pu me taire et ça racontait tout le génocide passé. Et là, je n'ai pas pu. Mais c'est parce qu'il ne pouvait pas travailler. Il n'avait pas pu, il avait résisté. Autre cas de figure de la violence qui nous affecte trop. Beaucoup plus tard, 2011 ou 2010, je suis en Afghanistan sur une base française et quand on arrive, pas de chance, on est pilonné par des roquettes. Bon, pas de chance, mais elles ne nous tombent pas dessus. Elles tombent sur la base, on court dans les maisons où on est tous protégés. Ceux qui connaissent un peu l'armée savent que les abris sont bien faits pour résister. Donc nous voilà. Et moi, tout de suite, au bout d'un moment, l'alerte, non, on s'arrête. Et je dis, on sort pour filmer. Et lui me dit non. Non. Et durant toute la mission, non. Ne voulait pas sortir. Alors il faut dire que c'était une mission qui était un peu chaude. Dès qu'on sortait sur le terrain, il y avait des tics. Pas cool, hein. Tics, c'est les tirs.
Et donc, il ne voulait pas. Donc, avec le monteur, on avait des petites DV chaque fois. Quand on est sur le terrain, on amène toujours, c'est la grosse caméra qu'on ne savait pas manipuler se casse, on amène toujours des petites DV. Donc, avec nos 2 petites DV, on est parti, on a fait le job, bon, beaucoup moins bien, mais on a quand même assuré. Et pourquoi il était comme ça? C'est pas d'un seul coup les 4 roquettes qui l'ont terrorisé. C'est qu'avant, il avait été en Libye. Et en Libye, sur les routes libyennes, il était tombé dans une embuscade alors que l'armée libyenne se retirait. Il était tombé sous le feu de l'armée libyenne. S'était déchaîné contre une petite colonne de pick-up entre les rebelles et les journalistes. Et il avait vu des morts. Et il s'en était sauvé, on ne sait pas comment. D'ailleurs, ça avait été excessif. Et il avait gardé cette violence pour lui. Il avait gardé sa peur pour lui. Il n'en avait pas parlé. Et donc là, ça ressortait. Il ne pouvait plus travailler. Alors, par rapport à ces situations-là, aujourd'hui, depuis 2010, tout comme l'armée française d'ailleurs, on a fait tout en même temps, un petit peu en différé. Depuis 2010, on a quand on ne se sent pas bien, le journaliste peut aller en parler à quelqu'un. Il y a des psychologues et des psychiatres qui sont là pour l'écouter et pour essayer de prendre en charge sa douleur. Mais avant, ça n'existait pas. Alors, je peux vous dire que ça fait des ravages. Il y en a qui se sont suicidés. Un magnifique photographe dont il faudrait que je regarde dans mes notes pour me retrouver le nom, mais je sais très bien ce qu'il avait fait, qui était Kevin, voilà, exactement, qui était sud-africain et qui avait eu le prix Pulitzer en faisant une photo, ceux qui l'ont vu ne peuvent que s'en souvenir, d'un vautour surplombant un petit enfant en Éthiopie, si je ne me trompe pas. C'était déchirant. Bon, il a vu tellement d'horreurs, puis il était sud-africain. Alors, je veux dire qu'en Afrique du Sud, il y avait un paquet d'horreurs. Sous l'apartheid, avec les supplices du pneu, vous savez, les gens, ils mettaient des traîtres à la cause au sein des pneus, puis après, ils allumaient l'essence sur le pneu. Donc, il avait vu tellement d'horreurs qu'il s'est suicidé. Donc, à l'époque, si vous voulez, on n'avait pas ces soutiens psychologiques. Alors, certains tenaient. Moi, ça s'est très bien passé, hein, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je crois, il faudra peut-être demander à mes proches, mais apparemment tout va bien. Et d'autres ne peuvent pas. Et donc, certains sont tombés dans l'alcoolisme, d'autres ont une vie personnelle totalement débridée, d'autres encore n'ont pas pu et quittent, rentrent dans la hiérarchie. Vous voyez, c'est chacun, en fait, a géré à sa façon. Aujourd'hui, donc, il y a ces groupes de parole, et l'armée française, elle a réagi, mais là, la plupart d'entre vous connaissent la réalité, c'est après Ouzbine. La catastrophe d'Ouzbine a fait que d'un seul coup, on s'est mis à parler de PTSD, de syndrome post-traumatique, avant, personne, où ça chuchotait, puis c'était pas vraiment bien. Si, grosso modo, vous aviez un syndrome traumatique, c'est que vous étiez un faible, quoi. Enfin, il y a d'autres mots, même encore plus violent pour parler de ce syndrome post-traumatique. Pierre, j'en suis où? C'est bon? Non, j'ai peur. Donc, cette violence, comme vous le voyez, effectivement, nous affecte. Elle nous affecte comme les militaires, elle nous affecte comme tout le monde. Une fois qu'on a dit que les journalistes pouvaient être affectés, une fois qu'on a expliqué que certains s'en sortaient et d'autres pas, vous allez me dire, mais après j'aborderai l'évolution de notre métier, parce que c'est ça sur moi qui vous intéresse. Je voudrais vous dire, qu'est-ce qui nous fait courir? Parce que vous allez me dire, c'est pas drôle, vous devez faire attention à vous, vous devez, vous allez dans des endroits dangereux, vous pouvez être blessé. Qu'est-ce qui vous fait courir? Ce qui nous fait courir, c'est l'envie de vous rencontrer, mais pas là comme vous êtes, avec monsieur avocat, monsieur professeur, madame chirurgien, madame chargée d'affaires dans une grande boîte ou une petite boîte, etc. Quand je vous rencontre, vous arrivez avec votre masque de tous les jours, vous êtes avec votre statut social. Ou alors, si on se connaît un peu plus, vous m'autorisez à pénétrer chez vous, mais enfin pas trop, il faut bien qu'on se connaisse quand même. Hein. Donc vous vous présentez comme ça, et dans les questions que je vais vous poser, je vais les poser à la personne sociale, la plupart du temps. Et donc c'est assez dur pour passer au-delà du masque sous lequel vous vous présentez à moi. Dans ces moments d'extrême tension, d'extrême violence, les gens, ils n'ont vraiment pas le temps d'avoir un masque, hein, je peux vous le dire. Ils sont dans la vie et dans la survie, et c'est tout. Et donc, dans ces cas-là, la rencontre est beaucoup plus authentique, même les plus pudiques. Il y a quelque chose qui se passe. Je me souviens, à Sarajevo,
il y avait des passages qui étaient excessivement dangereux, où il fallait courir, etc., pour les traverser. Et là, ce jour-là, j'ai rencontré un papa et qui tirait son gamin par derrière, et le pauvre, il n'arrivait pas à courir aussi vite que le père. J'ai cru à un moment donné qu'il allait tomber par terre. Bref, on avait peur qu'il se fasse descendre par les snipers d'en face, mais ils sont passés. Et donc après, je lui ai parlé, je lui ai dit, pourquoi vous emmenez votre fils? Bah oui, mais ma sœur est blessée, elle n'a plus de jambes, enfin il ne m'a pas dit ça comme ça, elle n'a plus de jambes, elle était à l'hôpital, etc. Je veux qu'il le voie parce que sa maman, elle n'est plus là, elle est partie. Blablabla. Et d'un seul coup, il s'est créé un lien entre nous. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous revoir? Ah bah, peut-être même qu'on va vous ramener dans notre voiture blindée pour aller, parce qu'on a des voitures blindées quand même, hein, parfois. On va vous ramener chez vous, ce serait tranquille, etc. Donc on l'a ramené chez lui. Et là, cet homme excessivement pudique, à un moment donné, bah, il nous a raconté sa vie, il nous a raconté comment c'était, parce qu'il habitait sur la ligne de front. Enfin, il nous a tout raconté, il nous a raconté comment c'était d'élever ses enfants dans ces moments-là. Et ces rencontres, si vous voulez, sont uniques. Donc, ce que j'aime et ce que nous aimons souvent dans notre métier, c'est pas rencontrer Ahmadinejad, Bachar al-Assad, tous ces gens-là que j'ai rencontrés. C'est bien qu'ils soient intéressants, comme je l'expliquais dans une conversation il n'y a pas si longtemps, mais c'est vous rencontrer. Si la guerre surgissait demain, qu'est-ce que vous deviendriez? Comment vous réagisseriez? Qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, on le voit sur le terrain. Et ça nous apprend beaucoup de choses, parce que là, ça nous apprend que d'abord en France, on est super chanceux, on vit dans un métier, dans un pays merveilleux, on est les plus râleurs du monde, et que ces gens-là ont des tas de choses à nous apprendre, et ce sont des héros pour moi, des héros anonymes, bien plus que plein d'autres personnes. Donc, c'est ce qui nous fait courir. Mais je vais quand même faire un petit bilan quand même sur nous, avant de vous passer la parole. Parce qu'après, vous allez vous endormir, donc il va falloir quand même que je vous la passe. On est donc victime de la violence. Et la violence, elle s'exerce. Il y en a pas mal qui meurent. Je vais vous donner un petit chiffre, là. Oh, c'est pas énorme, remarquez. Mais enfin, quand même, je l'ai noté, celui-ci. Voilà. En 10 ans, en 20 ans, 1668. Sur les terrains de conflit. C'est pas mal. Ça fait un tous les... Voilà, ça fait 80 par an. Bon, c'est pas un tous les jours, vous me direz, ça va, c'est un tous les 3 jours. Bon, ça fait quand même pas mal. Donc, et parmi ceux que j'aimerais vous rappeler, il y a quand même eu l'équipe de France 2. Alors parfois, pourquoi on est tué? Vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes tué? Parce qu'on est pris pour cible. Parce que quand même, les belligérants, comme je vous ai déjà dit, ils n'aiment pas trop qu'on soit là. S'ils pouvaient mener leur petite guerre à huis clos et massacrer tranquille sans qu'on soit là, ça leur arrangerait bien la vie. Et souvent, d'ailleurs, ils nous maintiennent à distance, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est idéal. Qu'on ne soit pas là, on se massacre tranquillement. Donc, ils nous prennent pour cible pour nous faire partir. Gilles Jacquier, de France 2, à Homs. Marie Colvins, qui est une très bonne amie, une très très grande journaliste anglo-saxonne pour le Sunday Times, tuée, avec un jeune photographe qui n'avait rien demandé à personne et qui est arrivé là. Aussi, ils gênaient. Ils étaient à Homs du côté des rebelles. Bon, c'était pas bien. Donc voilà, l'obus s'est fracassé et la maison leur est tombée dessus et ils ont disparu. Parfois, les rebelles, ils se disent, si on se met avec eux, à côté d'eux, les autres ne vont pas oser nous tirer dessus. Et c'est vrai. Les autres n'osent pas tirer dessus. Ça m'est arrivé au Zaïre. Alors rien n'est plus désagréable quand vous êtes déjà réfugié dans une maison parce que vous n'avez pas pu aller plus loin, que vous avez rentré dans une maison, pété un portail, rentré pour vous abriter, les habitants étant plus là déjà depuis longtemps. Jolie maison d'ailleurs, je crois. Vous êtes là, ça tire de partout depuis un jour, 2 jours, et puis au bout d'un moment donné, il y a un bruit d'enfer à côté de la maison. Et là, vous découvrez que quelqu'un a installé un obus de mortier dans le jardin. Et oui, c'était l'armée zaïroise qui se disait comme ça, tranquille, je vais pouvoir tirer sur les positions des rebelles et des Rwandais, parce qu'ils ne vont pas taper, parce que là, il y a des journalistes. Alors, heureusement, nous étions avec des journalistes américains. Et là, merci à l'Amérique. Qu'ont fait les journalistes américains de la Associated Press? Allô, Washington, parce que là, on avait déjà nos satellites. Et comme nous étions dans une maison, nous avions le groupe électrogène de la maison. Donc, nous avions de l'électricité au bout de 2 jours, tout marchait.
grâce aux caméramans et aux monteurs qui avaient réussi à bidouiller pour qu'on ait de l'électricité. Bon, enfin bref, je passe dessus. Sur l'ingéniosité qu'il nous faut faire preuve parfois dans le métier. Eh bien, Associated Press, allô, allô, Associated Press, vous ne pouvez pas dire à la Maison Blanche qu'on est dans la maison ici, là, voilà où on est, ici, qu'ils essayent de nous localiser, mais là où il y a le but de mortier, c'est nous. Eh bien, la commission a été faite très vite, et dans la nuit, mais après le coup de téléphone, hein, dans la nuit, au bout d'un moment, le lendemain, ça repartait à 3-4 heures du matin, dès que le jour se levait, pas de bruit. Plus d'obus de mortier qui tirait. Eh bien, ils avaient été, comme on dit dans l'armée, pas éliminés, mais c'est un joli mot, neutralisés. Ils avaient été neutralisés par un commando qui était venu dans la nuit infiltrer, paf, paf, qui nous avait... Bon, ils nous ont mis quand même un certain temps, les commandos, à nous exfiltrer. Nous, ça en prenait encore 4 jours. Mais on se débrouillait. Mais vous voyez, donc, de temps en temps, ils sont malins quand même, les belligérants. Ils se mettent à côté de nous. Donc, et puis, parfois, eh bien, il y a une autre chose, c'est les mines. Alors là, tous les journalistes qui ont fait le terrain de guerre comme moi connaissent la désagréable impression qu'il faut marcher exactement dans les empreintes de chaussures de celui qui vous précède. Parce que pour accéder à certains endroits qui sont de l'autre côté d'un endroit miné, il faut accéder, donc le soldat passe ou je ne sais pas quoi, et vous suivez. Même chose pour l'automobile. Suivre les roues de la voiture qui vous précède. Ne pas vous écarter à droite, à gauche. Et parfois, il y a la faute à pas de chance. Vous marchez sur la mine. Et c'est ainsi que bon nombre de mes confrères ont été ou blessés ou sont morts. Et pour ne vous rappeler que certains, l'équipe de France 2 qui, à Mossoul, est morte en 2017 avec... alors c'était une femme, c'était Thévenot, et l'autre, je ne me souviens plus son nom, c'est pas gentil de ma part, mais je m'en souviens plus, je suis toujours... Stéphane Villeneuve, c'est ça, Stéphane Villeneuve, ça me revient. Et donc qui ont sauté qui sont morts des suites de leurs blessures sur une mine, et ils étaient accompagnés, lui qui est mort sur le coup, de quelqu'un qui était un ami très très cher, qui était mon fixeur, Bakhtiar, que j'aimais profondément, mais qui était un trompe-la-mort, et qui ce jour-là eh bien, est mort. Donc, il y a les mines. Et puis, il n'y a pas que les mines. Bon, je vous passe les snipers, mais ça, on a des gilets pare-balles, de temps en temps, on a des voitures blindées. De temps en temps, on n'en a pas. C'est très désagréable, je peux vous le dire, ça m'est arrivé. Vous vous mettez bien derrière, en parallèle des chars, c'est eux qui prennent puis vous roulez à côté. Non, mais il y a les enlèvements. Il ne faut pas les oublier, ceux-ci. Les enlèvements, alors là, on a eu notre lot en France, hein. On a eu Fieno et Malbruno, ça a commencé, enfin, pour parler les plus célèbres, 4 mois. Florence Aubenas, 5 mois. Après l'équipe de France 2, Taponnier et Guéquière, 10 mois. Après, on a eu, comment il s'appelle, Didier François, Elias, Hénin et Torres, aussi 10 mois. Non, l'équipe de France 2, c'est 18 mois. Je me trompais, c'est 18 mois. Donc, voilà. Et les derniers, dont on a relativement peu parlé, c'est Olivier Dubois. Alors lui, au Mali, il a fait 23 mois. Pas de chance. Mais là, l'histoire était un peu compliquée au Mali. Avec l'armée française, il y a eu des petites histoires. D'ailleurs, comme pour l'équipe de France 2. Mais bon, heureusement, la France paye. Directement ou indirectement, on ne veut rien voir. Mais à l'inverse de nos camarades anglo-saxons qui, eux, n'ont pas cette chance-là. Alors, c'est leurs médias qui payent, mais ce n'est pas le gouvernement. Nous, les autorités françaises s'impliquent vraiment, et ça, c'est vraiment une chance. Les autorités françaises s'impliquent dans notre recherche, dans notre trouvaille, et négocient comment et où payer. Alors, ce n'est pas eux qui vont payer directement, mais ça négocie pour payer. Les Américains, les Anglais, ils ne négocient rien du tout. Ils ont des boîtes spécialisées qui sont chargées du problème et qui négocient. C'est autre chose. C'est une autre technique. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je ne serai pas tout à fait complète sans ne pas parler des embuscades. Hein. Alors là, c'est la faute aussi à pas de chance, parce que vous êtes avec un convoi, et puis la partie inverse, tu tombes dessus sans savoir que vous êtes là. Et là aussi, on meurt. Alors, on meurt en Afghanistan, comme en 2001, RFI, une jeune femme d'RFI a été tuée. Alors là, c'était dans les talibans se sont acharnés d'une façon abominable. Ou comme plus récemment, en 2013, là encore RFI, une jeune photographe qui travaillait en République, en Centrafrique.
Je ne serais pas totalement exhaustive si je ne parlais pas des violences sexuelles. Alors, toutes les femmes journalistes connaissent les risques. Sur la place Tahrir, certaines ont subi des sévices sexuels et d'autres, en fréquentant des personnages peu recommandables, enfin en fréquentant, en voulant interviewer, je veux dire, en approchant des personnages peu fréquentables comme Muammar Kadhafi, ont aussi connu des sévices dont je préfère ne pas parler. Mais il est vrai qu'en reportage, quand on est une femme, il vaut mieux avoir la tenue ample et éviter, si vous en avez, d'exhiber votre féminité. C'est toujours plus simple et ça garantit quelque chose. Il est aussi étonnant de noter que dans plein d'endroits, les militaires, qui soient rebelles ou pas, quand ils voient, enfin il y a de ça, maintenant ça va, ils ont l'habitude, mais jusqu'aux années 2010, quand ils voyaient arriver des femmes, on était un peu une catégorie à part, un peu des... comme ils sont tombés de la lune, et donc ils avaient une espèce de respect qui nous sauvait bien la mise. Tout comme d'ailleurs les islamistes radicaux. Parce que des camarades d'Al-Qaïda, j'en ai rencontré quelques-uns, ou des talibans. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans un premier temps, ces messieurs acceptent de vous voir, vous arrivez avec votre... alors eux, ils ne vous sautent pas dessus, il n'y a pas de problème. Vous arrivez avec votre voile, la tenue adéquate, et vous êtes avec votre fixeur, traducteur. Alors, vous n'existez pas, il ne parle qu'au traducteur. Ah, pas de tranquille, il va même pas vous regarder, parce que vous regardez n'étant pas considéré comme pur. Donc, premier jour, il ne vous regarde pas, puis souvent, vous n'arrivez pas à voir le premier jour, l'interview. Alors, vous revenez. Le deuxième jour, il se dit quand même, celle-ci, elle me pose des questions qui ne sont pas complètement stupides, alors il a envie de vous voir. Alors, c'est très, mais c'est étonnant, c'est chaque fois pareil. Il y a le regard qui passe dessus vous, comme affolé, à toute allure, puis il repart de l'autre côté. Et bien, regardez. Voilà, il avait envie de me voir dans le noir, celui-ci. Et finalement, le troisième jour, et ça plusieurs fois, ça m'est arrivé, ou à la fin du processus de rencontre, de faire connaissance, et bien il vous regarde droit dans les yeux. Alors là, vous dites, chapeau. Alors le dernier qui m'a regardé droit dans les yeux, ben, il était zigouillé par, on ne sait pas qui, mais il était sur la blacklist des Américains. Voilà. Et donc il ne me regardera plus dans les yeux. Voilà. Et alors maintenant, on va parler quand même d'évolution du métier, puis je serai à l'heure après. Parce qu'après, j'ai mon maître là à côté qui me dit, alors l'évolution du métier, c'est assez simple. On est en plein bouleversement, vous l'avez compris, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces trucs qui nous arrivent. Mais quand même, on revient de loin. Alors je ne parle pas de l'époque où on était encore avec le film. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu la vidéo quand même. J'ai de l'expérience, mais pas autant que remonter jusqu'au film, on va dire. Donc, dans les années 90, qu'est-ce qu'on découvre? Là, j'en suis à mes débuts. Qu'est-ce qu'on découvre? La transmission en direct. C'était pas... On pouvait, dans une capitale, paf, faire un stand-up, comme on appelle, et parler en direct. Et on découvre aussi la diffusion. Vous êtes en pleine Afrique noire, où j'avais vu des choses abominables en RCA, qui était devenue la République démocratique du Congo, RDC. J'ai vu des choses abominables dans les forêts de RDC. J'avais monté mon sujet à toute allure. On avait l'énorme toco, comme c'est une gros truc de diffusion qui était comme une valise, mais on se branchait et hop, on diffusait à Paris qui pouvait voir le sujet. Simplement pour ce sujet, je fais juste une petite aparté. On avait vu des choses mais les plus abominables que j'ai pu voir. Donc j'avais l'impression que j'allais révéler au monde, vous voyez, que j'allais faire bouger les lignes, que les secours allaient arriver. Enfin là, je sortais un peu de mon fameux toujours restraint. Là, je sortais, ça m'avait tellement bouleversée. Et on me dit à Paris, écoute, non ma chérie, ton sujet, on n'a pas eu trop le temps de faire toutes les traductions. Puis alors ton plateau, à la fin, t'étais rouge. Tu peux pas le refaire? Ouais, c'est vrai qu'il faisait chaud. C'est vrai que dans les forêts, la jungle, à l'équateur, il fait chaud et on transpire. Bon. Donc, je ferme ma petite parenthèse, mais cette évolution du métier, alors vous voyez, là, j'étais dans l'évolution, j'avais pu transmettre pratiquement en direct, enfin, 6 heures pratiquement, ou après avoir vu les choses. Donc, j'avais eu du mal à contenir mon émotion, la fameuse dont je parle tout le temps. Et parfois, je me souviens d'un autre cas, en Bosnie, on part avec quelqu'un des Nations Unies, et on avait, près de Srebrenica, dit dans la forêt, il y avait
peut-être un charnier. Nous voilà partis dans la forêt. Les combats avaient cessé, hein, c'était fini. C'était l'heure où on parlait des charniers de Srebrenica, etc. On monte dans la forêt. Alors, le climat, tout y était pour le film parfait d'horreur. La petite pluie fine, la brume, tout humide, l'hiver, voyez l'horreur, les pentes glissantes, l'horreur. Et qu'est-ce qu'on découvre? Des ossements. Des ossements, un premier ossement, puis après avec des vêtements encore attachés, et puis encore avec des petits bouts de choses, etc. Et là, c'est tir. Alors, l'envoyé spécial de l'ONU, il a dit, oh là, gloups. Bon, eh bien, on a retrouvé le lieu, on va rentrer. Donc, nous, on a filmé, on a interviewé. C'était abominable, c'était une scène d'enfer. Mais on voyait des... Alors, l'un disait, ah là, il y avait un expert, disait, là, c'est une femme, là. Là, voilà. Là, ah là, non, là, pour moi, qu'est-ce que tu dis, 12 ans Bon, vous voyez, enfin... Il y a des conversations qui sont lourdes, quoi. Alors là, vous ne les diffusez pas. Qu'est-ce que tu dis, 12 ans, vous ne le passez pas à l'antenne, hein, ça c'est clair. Et donc, tout de suite après, on a conduit comme des malades dans la nuit pour arriver à Sarajevo, pour se planter devant le direct. Et là, attention ma fille, n'essaye pas de faire parler trop ton émotion. Sois factuel. Difficile l'exercice. Et parfois, on n'y arrive pas. Et souvenez-vous, ce qui s'est passé à Timișoara. On n'y est pas arrivé. Mais c'est parce qu'on n'avait pas appris encore. C'était trop tôt, on ne savait pas faire. Donc on se laissait déborder, on se laissait entraîner par le truc. 3 cadavres et c'était un charnier alors qu'il n'y en avait pas plus de 10, je crois. Enfin, il n'y avait pratiquement rien. C'était pas le charnier. Donc et moi, déjà à l'époque, là, quand j'ai fait ça, je savais Timișoara. Donc je savais qu'il fallait faire attention. J'avais déjà appris, c'était bien plus tôt Timișoara. Donc on a eu les années 90. Mais ça a continué après, la technologie n'a pas arrêté. On a découvert les chaînes d'infos en continu. Année 2000. Tout le monde connaît les chaînes d'infos en continu. Alors là, c'est autre chose. C'est l'info. Quand on dit quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, c'est pas grave. C'est pas trop grave, on va dire. C'est grave, on se fait gronder, mais c'est pas trop grave parce qu'on peut répéter après et dire autre chose. C'est-à-dire, il y a 30 morts. Bon, je fais un exemple qui ne se passe pas. Il y a 30 morts. Bon, après, on va dire il y a 20 morts, et ce qu'on va écouter en dernier, c'est 20 morts, ce n'est pas les 30 que vous avez dit avant. Donc, sur le plan, les chaînes info, il faut faire attention. Parfois, on n'a pas le temps de tout contrôler. Et je ne prendrai qu'un exemple, tout récent. Souvenez-vous de l'interview qu'a donnée Mia Cham, la jeune israélienne, franco-israélienne, tout de suite. Tout de suite, il a fallu traduire. Alors, dans les chaînes d'infos, tout le monde veut être la première à diffuser. Il fallait. Ah ouais. Eh bien oui, ça s'est fait. Mais ça s'est fait avec quelques petites erreurs. Du coup, comme la traduction était mal faite, elle était opérée par un vétérinaire et elle avait été opérée sans anesthésie. Sauf que c'était un médecin et qu'il y avait pas d'analgésique. D'accord? Et elle a parlé, elle a dit, là-bas, c'était la Shoah. Non. Elle a dit, là-bas, Shoah, elle l'a employé comme un adjectif qui veut dire, en hébreu, l'horreur, l'abomination. Mais dans la précipitation, c'est passé comme ça, et personne n'est revenu dessus. Résultat, les autres, là, qui disent qu'on dit n'importe quoi, ils se sont servis du truc, on dit, regardez, ils disent n'importe quoi, ils détournent l'information. Donc, dans les chaînes info, il y a du bien, mais il faut apprendre, et on n'a toujours pas appris depuis les années 2000. Hein. On va peut-être y arriver. Arrive quoi dans les années 2010 ? Les réseaux sociaux. Ça aussi, vous êtes friands. YouTube, tout ça, tout le monde adore ça. Et qu'est-ce qu'ils font, les réseaux sociaux ? Avec leurs algorithmes, quand vous allez sur Google, ils vous suivent. Et ils trouvent que vous aimez que ça. Ils vont vous proposer que ça. Et à la fin, votre champ de vision... Alors qu'avant, quand on avait le journal, vous pouvez feuilleter, bon, ça m'intéresse. Tiens, qu'est-ce qu'il parle ? J'étais pas au courant. Là, vous êtes jamais pas au courant, parce que vous êtes toujours au courant, finalement. Parce qu'il n'y a que ce qui vous intéresse. Donc, on vous donne des nouvelles que sur ce qui vous intéresse. Merci, les algorithmes. Donc, après ça, il y a eu les chaînes personnelles d'infos. Chacun fait sa petite chaîne à lui sur Internet. Alors, chacun peut dire tout et n'importe quoi. Alors là, on rentre dans l'ère de la post-vérité. Des fake news, des deepfakes. Alors, attends, on va arriver aux deepfakes. On n'arrive qu'aux fake news. Les fake news, c'est sympa, on raconte n'importe quoi, et puis tout le monde vous croit. Parce que vous êtes détenteur, puisque vous avez une chaîne,
et que vous êtes regardé. Si vous vous achetez quelques millions de viewers pour montrer que vous êtes bien regardé, parce que ça s'achète. Hein. Donc on achète... Donc, oh oui, regarde, il est sérieux. 1 million, oula, donc il est crédible. Maintenant, il les a achetés, les millions. Pas grave. Hein. Bon, donc vous regardez, vous êtes persuadé, et tout va très bien, et vous avalez tout ce qu'on veut bien vous faire avaler. Bon, certains sont mieux que d'autres, mais certains arrivent à interviewer le président de la République quand même. Pas mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, comme quoi, être youtubeur peut quand même conduire assez loin. Et puis, on va finir, pour laisser la parole à vous laisser la parole, par le dernier chose. On a passé des algorithmes, on va faire l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça c'est encore une autre chose, c'est les deepfakes. Alors, on va vous faire Macron qui dit n'importe quoi, parce qu'on va parler comme lui, on va lui faire déclarer n'importe quoi. Ne dites pas que le président dit n'importe quoi en temps normal, je ne vous croirai pas. Et donc, pareil, Obama, on lui avait fait déclarer aussi des tas de choses qui étaient totalement fausses déjà, Obama. Mais la voix n'était pas très bonne. Ça va s'améliorer, n'ayez pas peur, on va arriver à complètement... Et alors, ma seule crainte, et moi j'en finirai par là, c'est qu'un jour, l'IEA alémonière se retrouve sur tous les terrains de guerre, alors que je suis au ciel. Bon, alors vous avez tous bien dormi, maintenant il faut vous réveiller. On va peut-être avoir des... Oui? Oui, je voulais l'évoquer. Oui, oui. Oui, dans le temps qui m'était imparti, j'ai réduit un peu ce que je voulais dire. Effectivement, il y a aujourd'hui... alors ça nous est venu des Américains, hein, beaucoup, avec Fox, qui est un produit qui marche. Et donc, comme c'est un... Vous savez, je n'ai pas évoqué une autre question essentielle, qui est les questions financières. Parce que, pourquoi une chaîne d'info, un patron, il se dit, j'ai un segment là. Alors là, j'ai le segment, on va l'appeler les gilets jaunes. Là, j'ai le segment mélenchoniste. Là, j'ai le segment machin. Ce segment, c'est autant de téléspectateurs. Il fait son étude. Téléspectateurs. Sont-ils des bons consommateurs? Ah ouais, eux, ils consomment mieux que eux. Donc là, je vais avoir de la pub, s'il y a des téléspectateurs potentiels et qui utilisent de la pub. Tout ça, c'est étudié en amont. Eh bien, je vais pousser dans ce sens mon information. Parce que je vais avoir plus de téléspectateurs et je vais donc avoir plus de la pub, puisque ces gens-là sont des consommateurs, et j'occupe mon segment. Alors, les chaînes info, c'est ça, elles segmentent. BFM, par exemple, qui se cherche aujourd'hui, qui n'a pas totalement trouvé son segment, parce qu'au départ, BFM, c'est une chaîne qui se voulait d'information pure. Les faits. Puis, ils ont un peu changé. Ils ont un peu fait de l'opinion. Et puis, ils ont voulu faire un peu de spectacle, d'entertainment, un peu plus de buzz. Et alors là, ils perdent de l'audience. Parce que si on veut du buzz, du vrai buzz, on va sur CNews. C'est clair. Parce que là, on en a. Et si on veut de l'entertainment, on va sur Internet. Hein. Alors là, tout ce qu'il vous faut, les youtubeurs, ils vous fournissent. Hein. Donc voilà. Et sur cet aspect financier, je vais dire quelque chose, c'est que ça coûte horriblement cher de faire du reportage. Et donc, les chaînes info ciblent leur public, mais les grandes chaînes généralistes comme TF1, nous, ce qu'on veut, c'est ramasser le plus large possible. Pour ramasser le plus large possible, il faut essayer surtout pas de donner trop de points de vue, hein, parce qu'on va cliver. Si on clive, on va faire partir une partie des gens. Donc, surtout pas. Maximum. Il faut prendre le plus large. Donc, pas de clivage. Et on choisit. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a plein de conflits dont on ne parle plus jamais. Avant, on en parlait. Vous dites, oui, moi, de mon temps, on en parlait. Hein, de ça. Maintenant, on n'en parle plus. On parle du conflit qui rapporte de l'audience. Et quel est le conflit qui rapporte de l'audience? C'est celui où les deux grandes puissances du monde sont impliquées. Bon, si un jour la Chine s'y met, les trois. Alors là, tout le monde est passionné. Hein. L'Amérique et les États-Unis, le bon et le méchant, ça dépend du cas où vous êtes, mais c'est pas grave. Le bon et le méchant. Le conflit du Proche-Orient, pareil, le bon et le méchant.
Tout le monde se retrouve dans un schéma vachement classique et tout le monde regarde. Par contre, les conflits un peu gris, un peu compliqués, oh là là, on n'y comprend rien, puis en plus, ils ne sont pas là, eux. Ben non, ils ne sont pas là, c'est vrai. Par exemple, on parle des Houthis aujourd'hui. Vous savez pourquoi on parle des Houthis? Eh ben, parce qu'ils ont tapé des vaisseaux américains, que les Américains se sont dit, mon Dieu, les Houthis existent. Les Houthis, ils existent depuis, moi je suis allé au Yémen, ils existent depuis la nuit des temps, les Houthis. Mais pourquoi les Américains, ils avaient sous-traité le conflit aux Saoudiens? Donc, comme ils avaient sous-traité le conflit aux Saoudiens, eh ben, c'était pas la peine de faire des reportages. La population pouvait crever de faim, ce qui était le cas, être tuée sous les bombes, mais tout le monde s'en moquait. À part de temps en temps, une fois, il y avait eu un bus scolaire avec 40 gamins qui étaient morts, alors ça faisait un peu désordre. Alors on en avait un peu parlé, puis après, c'était retombé dans l'oubli. Et pourquoi alors vous dites, c'est pas cool, vous pourriez vous y intéresser. Oui, on pourrait s'y intéresser, mais alors simplement, aller au Yémen, ça coûte cher. Coûte très très cher. Pour assurer votre sécurité, quelques chiffres. Pour assurer votre sécurité dans le sud Yémen, où il y a toujours Al-Qaïda dans la péninsule arabique, là, qui aimerait bien de temps en temps vous prendre en vous pour faire une petite rançon, là, ça coûte, pour avoir une sécurité privée américaine, entre 3 500 et 5 000 $ jour. Alors, si vous prenez la sécurité locale, moi, ce que j'ai pris, les locaux, il n'y a rien de tel, eux, ils savent tout, ils sont copains avec les mecs d'Al-Qaïda en plus, donc ça va. Non, ça va en Arabie particulièrement. Eh bien, ça coûte que 700 €. Mais 700 € jour, qui peut se permettre 700 € jour à part un gros network? C'est pas le petit canard ou le petit youtubeur qui va pouvoir le faire, même s'il a beaucoup de pubs. Donc voilà, j'ai fermé ma parenthèse pour vous répondre plus complètement. J'avais deux questions. La première, comment faites-vous lors de vos reportages le choix entre des sujets de fond et des sujets à sensation à audimat? Et la deuxième, quel est votre point de vue sur... Quel est votre point de vue de la part religieuse sur une majorité de conflits historiquement? Voilà, voilà la part religieuse, c'est-à-dire la part religieuse. Que voulez-vous dire? Redonne. Ah oui, voilà, d'accord. La part religieuse dans les conflits. Bah, le tout, c'est quand vous allez chez les talibans, ou quand vous allez en Afghanistan, quand vous allez dans un pays où c'est moins marqué, mais où le conservatisme est très fort, en Algérie, quand vous allez en Syrie, où il y a dans la contestation, il y a du religieux, puisque le projet politique est religieux. Eh bien, de ne pas tout réduire ça au terrorisme, quand il y a une révolte, et donc de ne pas employer ce mot, par exemple, et de plutôt dire, par exemple, quand je suis arrivée à Mossoul, ou même avant à Ramadi ou à Falloujah, quand avec l'armée irakienne qui reprenait la ville, et qu'on découvrait le système de Daesh, j'essayais essentiellement de décrire comment c'était un État qui était là. C'était un vrai État. C'était pas une bande d'assoiffés de sang. Ils avaient tout, la comptabilité, Et donc, dans ces cas-là, si on s'en tient à la description, à mon avis, des faits, on évite de tomber dans le jugement, parce que le religieux n'est pas un problème en lui-même. C'est le jugement porté sur le religieux qui est un problème, pour moi. Tout le monde a le droit d'avoir sa religion, et tout le monde a le droit d'être extrémiste. Ça ne me plaît pas, mais ça, j'ai pas besoin de dire ce que je pense. Tout le monde a le droit d'être extrémiste. J'ai le droit d'interviewer tous les extrémistes du monde, s'ils veulent bien ne pas me couper la tête à la sortie de l'interview. Mais tout le monde a le droit. Le tout, c'est de donner la parole à ces gens-là, de respecter les mots qu'ils prononcent, pour vous permettre à vous d'en tirer un enseignement, d'en tirer votre point de vue. Moi, sur tout ce qui est question de religion, je laisse les gens s'exprimer à fond dans ce qu'ils... j'évite et je ne veux pas porter de jugement. Vous me prendrez peut-être en défaut sur un cas ou deux, mais je ne pense pas. Et la première question, c'était laquelle? Alors, les sujets, ça c'est très facile. Les sujets, quand vous êtes reporter sur un conflit, il n'y a pas de sujet de fond au sens où vous l'entendez, malheureusement. Il y a une succession de faits d'actualité.
qui se produisent. Donc, vous n'allez pas faire de la géopolitique, si vous voulez, à ce moment-là. Vous ne pouvez pas en faire. C'est le journal dans son ensemble, télévisé, qui apportera peut-être un éclairage dans un sujet fait à Paris, géopolitique. Vous ne rapportez que le factuel jour de votre présence, avec un défi que je me mettais toujours dans mes sujets, c'était je veux parler pour la personne qui ne connaît rien au conflit, mais aussi pour celle qui connaît tout. Et lui apporter quand même quelque chose à celle-ci. Et ce qu'on apporte à celle-ci, c'est l'odeur du conflit. C'est ce qu'il ne verra jamais malgré ses connaissances. Parce que vous avez beau tout lire, tant que vous n'êtes pas sur le terrain, tant que vous ne voyez pas comment les gens, vous ne savez pas ce qui se passe. Je ne sais pas là encore si je réponds à votre question. Oui, monsieur. Il existe donc la narration des faits. Ensuite, en général, on passe au décryptage. Oui. Alors moi, le mot décryptage, ça ne me plaît pas du tout. Parce qu'on n'est plus dans les faits, on est dans une interprétation parfois trop personnelle, et déjà une interprétation, déjà on n'est plus dans les faits. Oui, bien sûr, on n'est plus dans les faits. Donc ça me gêne toujours. Maintenant, il y a un décryptage, machin, on vous explique... Il y a beaucoup effectivement. Alors là, vous pouvez penser peut-être aux chaînes info qui font beaucoup de décryptage ou dans les journaux. Parce qu'il est vrai que, alors nous, quand on est sur, et c'est pour ça que je dis le reportage, c'est à privilégier parce que, à part le reportage de point de vue, mais qui est quand même assez rare, si vous voulez, malgré tout, hein, parce que ça, c'est gros comme une maison, si vous voulez, le reportage de point de vue. Donc il est clair. Mais le reportage en lui-même, c'est la réalité qui est donnée à voir. Moi, c'est ça que j'aime. Mais il y a effectivement à côté, à Paris, comme vous le dites, des gens qui, en salle de montage, vous font le décryptage. C'est-à-dire, vous expliquent, vous contextualisent. Alors, je serai moins sévère que vous, parce que j'ai fait de la contextualisation, d'accord ? Et j'essaye, dans la contextualisation, à partir de cartes, de faire tout ce que font les chercheurs en 1 minute 30, où ils font 500 pages. Mais de dire, bon, bah, vous voyez, là, il y a, par exemple, pour parler du conflit aujourd'hui, là, moi, je dirais, contextualiser, là, vous avez Israël, les territoires occupés, sur le plan, je parle sur le plan onusien, hein, voilà. Après, vous avez le Liban, avec le Hezbollah, là, vous avez la Syrie, la Jordanie, qui n'est pas contente en ce moment parce qu'elle se dit qu'elle va peut-être recevoir des Palestiniens, et l'Égypte. Et, bien sûr, au-delà, l'Iran. Si je contextualise, je donne les positions des pays. Après, je dis qu'effectivement, l'Iran a son axe qui passe par la Syrie pour aller jusqu'au Hezbollah, parce que l'ennemi intrinsèque de l'Iran, c'est Israël. Donc, il a construit cet axe. D'accord ? Et, depuis les années 2000, j'explique qu'il a construit son lien avec les Hutus, depuis les années 2003-2004. Alors, en 1 minute 30, je ne vais pas expliquer pourquoi il a construit son axe en 2003-2004, mais là, je peux vous le dire, c'est tout simplement parce qu'en 2003-2004, le président du Yémen de l'époque a tapé sur les Houthis comme ce n'était pas possible, a fait des guerres très meurtrières, et après, il s'est allié avec les Américains, donc voilà, les Houthis, voilà. Et déjà, dans l'idéologie de base, ils étaient très antisémites et anti-américains. Donc maintenant, c'est devenu... anti-Israël. D'accord ? Mais ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer dans un... Donc, on peut faire des décryptages à base de cartes assez simples. Par contre, on peut faire aussi donner son point de vue. Alors là, c'est sur les chaînes info. Tout le monde va faire pia, pia, pia. Tout le monde est expert. Moi, je le fais en ce moment, donc j'en sais quelque chose. Mais parfois, je trouve des choses étonnantes. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds ni de près ni de loin, etc., qui ont des points de vue, mais 1000 fois plus assurés que moi sur la situation, qui s'expriment super bien. Je suis bluffée et qui ont un avis incroyable. Et voilà, et je suis admirative. Hein. Ah ouais, c'est un vrai problème. Mais bon, vous avez, les journaux, les livres, et vous pouvez dire, voilà, je sais moi.
Eux, ils racontent n'importe quoi. Mais apprenez ça à vos enfants et à vos petits-enfants, hein, c'est hyper important. Apprenez à décrypter. Merci, ça sera pas mal. Bonsoir. Vous avez parlé des journalistes, des fixeurs ou des caméramans PTSD. Il peut y avoir également la même population qui devient droguée à l'événementiel de guerre et qui du coup va impérativement rechercher de façon presque malsaine les différents événements. Alors l'adrénaline, vous voulez parler de l'adrénaline. Alors je ne... L'adrénaline drogue même. Oui. Mais l'adrénaline, si vous voulez, je ne porterai pas le jugement que vous portez malsain. Je ne me permettrai pas à ça de dire que quelqu'un est malsain, quel qu'il soit. En revanche, effectivement, je note que beaucoup de journalistes sont accrochés à la vibration, mais pas que de la guerre. Le présentateur qui va faire son journal, je peux vous dire que tous les jours, il reçoit une dose d'adrénaline incroyable avant de rentrer sur le plateau, quel qu'il soit, parce qu'il ne peut pas se tromper. Et quand il quitte le métier de présentateur, eh ben, il ne se retrouve pas avec un PTSD, mais avec une dépression lourde et grave. Et donc, toute profession qui a une intensité folle, brutale, momentanée, quelle qu'elle soit comme profession, je pense qu'un avocat qui fait un grand procès, le jour où il fait sa plaidoirie, il n'est pas très net dans sa tête, après ou avant, ou s'il arrête son métier. Donc toute profession qui connaît des pics d'intensité comme ça a une décharge d'adrénaline très forte. Et là, chaque individu, avec ses capacités, se laisse emporter ou pas par cette décharge. Et donc moi j'ai eu des confrères, effectivement, journalistes, qui couraient la guerre, comme vous le dites. Mais je ne leur jetterai pas la pierre parce qu'ils faisaient de magnifiques photos et ils faisaient de magnifiques reportages. Mais il est vrai qu'ils étaient accrochés, comme vous le dites, comme on peut être accroché à l'héroïne. Et quand ils décrochent, eh ben c'est pas formidable. Parce qu'ils décrochent, hein, genre. Hein, parce qu'on ne peut pas courir la guerre à 90 ans. Hein. Enfin, j'en connais pas. Oui, ils n'ont pas de cri. Non, mais c'était malsain. Ni de dire que c'était malsain. Hein. C'était ça, le fait de dire qu'on peut être drogué à ce genre de... Exactement. Et d'ailleurs, dans le livre que j'écris, à un moment donné, je parle de ça, je parle de la drogue. Mais vous savez, tous les métiers de passion, si vous en exercez un, est une drogue. Quel militaire qui n'a pas commandé des hommes sur le terrain et qui se retrouve dans un bureau ou dans une école de guerre à faire le prof n'est pas totalement déprimé? J'en connais plusieurs. Quel commando de marine qui se retrouve à plus être commando de marine se relève et pourrait être entrepreneur? J'en connais. C'est pas top. Pendant un certain temps, en tout cas. Voilà. C'est pas facile, mais on y arrive. On y arrive. Enfin, on espère. Mais moi, on me propose demain de partir à Gaza-Ville. En passant par un petit trou de souris, je pars. Donc, vous voyez, je suis droguée. Alors, toujours à propos de vos conditions de travail, sans notion de drogue, donc, est-ce que vous intervenez le plus souvent seul ou en équipe, éventuellement multinationale? Et comment cela se passe-t-il quand finalement, dans l'équipe, il y a des journalistes de tendance ou d'obédience différentes devant une situation très difficile? Est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des situations conflictuelles à l'intérieur de vos équipes de journalistes? Alors, ça aussi, c'est dans les évolutions. Quand j'ai commencé, on partait à 4. C'était top. Moi, le caméraman, le monteur, et après, le logisticien preneur de son. On l'appelait ingénieur du son à l'époque. Voilà. Après, on est passé à 3. Après, on est passé à 2. Et parfois 1 si affinité. Bon. Moi, il m'est arrivé, parce que les équipes ne voulaient pas suivre, de filmer seul avec mon fixeur, par exemple. Parce que c'était... Voilà. Ils ne voulaient pas y aller. Et bon, c'est normal, on n'y va pas. Il m'est arrivé de voter aussi dans une voiture, comme ça. On continue pas. Hein. Bon. Donc, pour répondre à votre question, un conflit politique entre une équipe, pas.
J'ai jamais connu ça. À vous dire qu'on est lobotomisé et qu'on n'a pas de pensée politique, non. Mais quand on couvre un conflit quel qu'il soit, ou des gens qui fuient, ou n'importe quoi, on est trop impliqué à vouloir. On est des bons élèves. On veut faire notre métier comme il faut, bien rapporter. On va voir le bon point de la maîtresse en quelque sorte. Donc on veut être meilleur que France 2, on veut être meilleur que tous les autres, et donc on veut bien faire notre travail. Donc, il n'y a pas de temps pour discuter et s'engueuler. Par contre, ça peut arriver quand on rentre dans l'avion, quand le soir, le soir en général, on boit une bière et on décompresse. Si on a de la bière, parce que parfois, on est dans une maison, dans ce qui fut une maison, et on n'a rien. Alors là, on n'a rien, on attend d'avoir quelque chose. Mais ce qui nous arrive, c'est de nous engueuler sérieux par rapport au travail. Parce qu'on est quand même sous pression et de temps en temps, moi, je ne parle pas bien. Je parlais mal de temps en temps. Je voulais que ça aille trop vite. Mais qu'est-ce que tu fais? On y va. Qu'est-ce que tu fais? On y va. T'es rigolote, toi. Voilà. Et puis, tu n'as pas vu comment tu me parles. Et puis après, ça monte. Si vous voulez vite, ça peut monter. Et donc, par exemple, une fois, je n'avais pas vu l'épuisement. On était à 2. Je n'avais pas vu l'épuisement de mon caméraman. Il a appelé Paris en disant, attendez, vous me renvoyez quelqu'un. Moi, j'en peux plus avec la lémonière. C'est pas possible. Vous renvoyez quelqu'un. Et alors, quand j'ai découvert qu'il avait fait ça dans mon dos, j'étais furieuse. Et là, on s'est engueulé. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? On aurait levé le pied, etc. Voilà. Donc, les accrochages sont plutôt sur les conditions de travail. Après, quand on est à Paris, quand on se revoit, on discute du fond. Mais si vous voulez, j'ai pas eu un... Comme je suis très factuelle, moi, donc comme je ne dis pas trop mon opinion sur un sujet dans les... voilà, eh ben, il ne trouve rien à redire, hein. Par contre, quand je parle mal le français, une petite faute de français, ils me disent « Ah, il faut refaire, petite faute ». Oui, bonjour. Je vous remercie pour ce témoignage qui était quand même assez intéressant, non pas sur le fond des conflits, mais sur le traitement médiatique de ceux-ci. J'avais une question relative à ce que vous avez indiqué, donc l'évolution du moyen d'information. Au eu égard à l'extrême volatilité des relations internationales, est-ce que vous êtes un petit peu, je dirais, surveillé par les services du Quai d'Orsay quand vous prenez une position où donc le traitement médiatique international ou non international? Est-ce que vous avez, sur le du métier, ressenti une difficulté sur ce point? Oui, non. Alors, pas forcément le Quai d'Orsay, parce qu'en général, loin des yeux, loin du cœur, hein, on se porte bien, loin des yeux, voilà, c'est ça, c'est mieux. Sur le terrain, bien que parfois certains nous aident, mais ce n'est pas la majorité, ils n'ont pas envie de s'embarrasser en plus souvent avec nous. Mais effectivement, les États nous surveillent. Les ambassades nous scrutent, voient tous nos sujets, visionnent, et vous tombez très vite vous êtes très vite blacklisté. Donc il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. En Iran, moi, une fois, dans les années 2000, j'avais commencé à parler des femmes qui militaient sur Internet, déjà dans les années 2000, hein, pour l'absence de voile. Eh bien, j'étais blacklistée pendant 1 an. Aujourd'hui, celui qui veut parler des détournements de fonds ou de l'enrichissement des fondations, celui qui veut parler... qui veut donner la parole à ceux qui contestent sur un plan religieux, je dis bien sur un plan religieux, le port du voile, justement, pour parler de religion, celui qui montrera qu'à Téhéran, on se pique tous les bosquets avec des drogues dures, à mon avis, il va attendre son visa la prochaine fois. Vous voyez ? Donc, il y a un vrai suivi par les pays qui nous acceptent. En France, il y a un suivi aussi par les pays qui se prétendent ultra-démocratiques. Hein. Par exemple, pour avoir un embed au sein de l'armée américaine, qui est quand même une façon de travailler qui est vachement bien, parce que là, on est au plus proche de l'armée américaine, mais ils ne choisissent pas, ils choisissent qui peut être embeddé. C'est-à-dire qu'ils vous demandent de leur envoyer une dizaine de sujets, puis après, je leur fais confiance pour trouver une vingtaine d'autres, vous voyez. Et c'est qu'après avoir passé ce petit test de bonne loi
que vous êtes un mbed ou pas. Donc, voilà, tout le monde a ses critères. Et donc, effectivement, mais sur l'avantage de la France, c'est que si vous êtes un journaliste politique ou un journaliste économique, vous avez quand même votre rédaction en chef qui vous scrute un peu, quoi. Il faut le reconnaître, en fonction de la position du média. On ne va pas complètement se mettre à dos le gouvernement si on veut être bien avec le gouvernement. Enfin bon, je ne sais pas. Ou alors au contraire, si on veut être contre le gouvernement, on ne va pas se mettre à faire un papier trop euphorique sur le gouvernement. Bon. Mais nous, à l'international, tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en moque. Alors simplement, avec un bémol très intéressant, c'est qu'on est quand même assez suivistes, les Français. Quand le président dit oh là là, Bachar el-Assad, il est vraiment pas bien. Alors là, tous les papiers sur Bachar el-Assad, il est vraiment pas bien, etc. Puis quand on dit il faudrait peut-être un peu envisager voilà, il faudrait peut-être envisager de plus en parler. Eh bien, on n'en parle plus. C'est incroyable. Alors ça se passe. Oui, on est assez suiviste sur un plan global, sur un plan d'idéologie de fond. Alors, c'est pas des pressions, c'est plus... c'est pas de l'autocensure, c'est qu'on... De toute façon, dans votre chaîne, on ne vous demandera plus le sujet. L'affaire est réglée. Pardon ? Non. Mais on se bat contre. C'est pour ça qu'on est parfois en colère. Mais vous savez, quand il y a... Dans la vie, il y a des règles. Hein ? Une fois que vous les connaissez, vous apprenez à vous en servir et à les contourner. Voilà. Mais pour le bien, tout le monde. Voilà, j'imagine que c'est l'heure. Tout le monde a envie de manger, aller dormir en disant « Ah, elle nous a cassé les pieds, celle-ci. »